Dernière question de Ramou Na. Si l'abstention est majoritaire, que se passe-t-il? Je pense que la question concerne le deuxième tour de l'élection présidentielle. Si l'abstention est majoritaire, il ne se passe rien. Voilà. Il se passe que c'est le candidat arrivé en tête qui sera élu. Voilà. Ça, je le dis, notamment, c'est aussi un de mes regrets, une de mes tristesses aussi. Je disais tout à l'heure que j'avais eu quelques tristesses. C'était de ne pas voir des intellectuels de renom, ou d'anciens responsables politiques de renom mouiller leur chemise en appelant publiquement à voter pour moi. Bon, moi je suis respectueux des uns et des autres, mais je trouve que lorsque l'avenir même du pays est en jeu, je trouve quand même que c'est... Voilà, j'ai été un petit peu triste. De la même façon, j'étais un peu triste de voir que des gens ont préféré l'abstention ou le vote blanc dans ces élections. Que l'on s'abstienne ou que l'on vote blanc entre Madame Le Pen et Monsieur Macron, je peux le comprendre, parce que Monsieur Macron, c'est la soumission totale à l'oligarchie et c'est le démantèlement de la France. Madame Le Pen, même si dans ce que dit Madame Le Pen, il y a des choses qui sont que j'approuve, d'autant plus lorsque c'est Monsieur Philippot qui me les pique pour les mettre dans la corbeille de la mariée de Madame Le Pen. En revanche, il y a des choses chez Madame Le Pen que je ne peux pas approuver, malheureusement. Elle charrie avec elle des positionnements que tout le monde connaît et qu'elle a encore réédités. Si Madame Le Pen avait eu l'intelligence politique, comme M. Mélenchon, par l'intelligence politique, c'est trop demandé, c'est demander plus. Si vraiment Madame Le Pen, si vraiment M. Mélenchon souhaitait le bien du pays, il s'aborderait leur mouvement et rejoindrait l'UPR. Voilà. Parce qu'ils savent très bien que seuls, ils ne parviendront pas. Et qu'ils constituent des impasses. Voilà. Mais malheureusement, ils ne le feront pas. Voilà. Donc si les Français restent dans cette impasse, dans cette double impasse, je suis pessimiste sur l'évolution de la situation. Je suis en revanche optimiste si les Français comprennent le piège dans lequel on les maintient depuis tant d'années. Je me regrette que des gens se soient abstenus ou aient voté blanc lors de ce premier tour, parce que là, il y avait quand même du choix. En particulier, j'étais là. Ça veut dire que ces personnes refusent, en fait, de simplement prendre connaissance de l'offre qu'il aurait faite, de l'offre politique. Ils refusent d'admettre, mais là, on le constate, certains de nos adhérents le savent bien, quand on est sur les marchés, quand on distribue des tracts, il y a des gens qui ont fait une croix, semble-t-il, définitive. Ils ne veulent plus croire à la politique. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il puisse y avoir quelqu'un d'honnête qui essaie vraiment de faire le bien du pays et au détriment de ses propres intérêts personnels, ce qui est quand même mon cas. Je rappelle que je n'ai plus de revenus et que je me suis endetté pour mener cette campagne. Donc que des gens aient ce degré de refus absolu, vouloir, c'est presque vraiment, c'est une espèce de renfermement sur soi-même. Et c'est ça qui est regrettable. Parce que si beaucoup d'abstentionnistes, on en a eu, il y a eu des abstentionnistes, heureusement. J'ai eu des messages merveilleux d'abstentionnistes qui m'ont dit « Monsieur, vous m'avez redonné envie de voter, vous m'avez redonné envie de goût à la politique, ça faisait un certain nombre d'années que je ne votais plus, etc. » Ça, on a eu des messages comme ça. Je m'en félicite. Malheureusement, il n'y en a pas eu assez. C'est la raison pour laquelle je dis à la personne qui vient de poser cette question, ne croyez pas que l'abstention changera quelque chose. Ça aura quand même un effet, c'est que ça nuira à la légitimité de l'élu. Voilà. S'il y avait effectivement une abstention record, s'il y avait 50% d'abstention, celui qui sera élu, mais avec une très très faible légitimité, donc qui commencerait un quinquennat d'une façon très 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 difficile. Il y a aussi l'autre possibilité qui est d'aller voter blanc. Malheureusement, comme le vote blanc n'est pas révocatoire, si on avait un système comme je l'ai proposé dans la campagne de vote blanc révocatoire, là j'appellerais tout le monde à aller se précipiter pour aller voter blanc, parce que si le vote blanc a été arrivé en tête, le scrutin était annulé, était reporté, on refaisait les élections présidentielles
Et ni Madame Le Pen ni Monsieur Macron pouvaient se représenter. C'était ça le système que j'avais prévu. Bon, ça n'a pas eu lieu. Ceux qui veulent aller voter blanc peuvent aller voter blanc. Voilà. Je m'aperçois que ça fait beaucoup de temps que je parle. Il est 22h53 minutes. Nous en sommes à 26 668 adhérents, c'est-à-dire qu'il y a eu 80 adhésions au cours des 2h10 au cours desquelles j'ai pris la parole. C'est quand même beaucoup. La dernière adhésion en date, je vois, arrive de Polynésie française. Je salue. On a fait. J'en profite là pour dire, c'est aussi une de mes grandes joies, c'est de voir l'extraordinaire diversité des gens qui adhèrent. Je l'ai dit tout à l'heure, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, à l'île de la Réunion, on a eu des adhésions constamment. En Calédonie, Michel Hanock a fait vraiment j'ai l'impression, il est sur place, il y a une campagne formidable. C'est pour ça que je veux aller les voir d'ailleurs cet été, si possible. En Polynésie française, Jérôme Gazior a bien mobilisé aussi les équipes. J'en profite pour dire d'ailleurs que nous avons eu des maires qui nous ont parrainés en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas, loin de là, de tous les autres candidats à la présidentielle. Nous avons des adhésions qui arrivent de Martinique, de Guadeloupe, de la Guyane. On a même eu, je l'avais signalé le moment venu, c'était je crois il y a 3 semaines ou 1 mois, nos premiers adhérents un couple de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était le territoire le plus petit en fait d'outre-mer français, avec seulement 6 000 adhérents. C'était le dernier territoire français où nous n'avions pas d'adhérents. Maintenant, nous avons 2 adhérents à Saint-Pierre-et-Miquelon. On en a 2 également à Wallis et Futuna. Et puis on a eu des adhérents venus d'un très grand nombre de pays. Je le disais tout à l'heure, certains. Maintenant, on va dans la curiosité. On a eu une adhérente, je crois, qui habite à Gibraltar, un adhérent qui habite à la Barbade, un autre à Anguilla, dans les Antilles. Enfin voilà, donc tout ça est très réjouissant et je voulais vous en remercier collectivement. Il faut pas baisser les bras. Je ne baisserai pas les bras. D'abord parce que j'ai de l'opiniâtreté. Je suis quelqu'un de, je crois, courageux, quelqu'un qui. Et vous savez, enfin, je veux pas faire pleurer sur mon sort. Je n'aime pas me apitoyer, mais c'est vrai que ça n'est pas si facile que ça de faire une campagne présidentielle. C'était la première que j'ai faite. C'était fatigant, objectivement. Parfois, vous savez, quand on fait un meeting en province qui se termine, parfois après la 3e mi-temps, si j'ose dire, comme au rugby, qui se termine après, il y a un cocktail, on discute, je serre les mains. J'ai toujours eu à cœur de serrer les mains de tous les gens qui avaient la gentillesse d'être venus, de faire des autographes, de faire des selfies, des photos, etc. Parfois, je me couchais à 3 heures du matin, 4 heures du matin, et j'avais 3 heures de sommeil pour ensuite être à 7 heures du matin sur un plateau de radio ou de télévision. Honnêtement, un rythme comme ça, c'est fatigant, faut le reconnaître. Il est également pas si facile que ça de rester zen face à des journalistes qui parfois confondent leur métier avec celui de propagandiste, d'inquisiteur, et qui parfois ont des propos qui sont à la limite de l'infamie. Heureusement pas tous. Il y a eu aussi des journalistes qui ont bien fait leur travail, et de plus en plus d'ailleurs au fur et à mesure que le temps passait. Donc tout ça a été une grosse expérience que je crois quand même que l'on peut dire, même si je termine comme j'avais commencé, même si le résultat final évidemment est un peu décevant. Je rappelle qu'on ne peut pas parler d'un échec parce que nous sommes, on est passé de 0 à 332 000 suffrages au niveau national, que des millions de Français sont en train de se renseigner en ce moment sur nous, sur les adhésions, que c'était une illusion de penser qu'ils allaient pouvoir, en l'espace de 15 jours ou 3 semaines, se convertir et voter massivement pour quelqu'un qui devienne le chef de l'État alors qu'ils ne le connaissaient pas 3 semaines avant. C'était en fait une illusion, mais une illusion positive parce qu'elle nous a tous dynamisés. Je pense que si on garde ce dynamisme, et si nous sommes, comme c'est le cas, servis par les événements, je pense que nous allons faire une campagne législative encore plus dynamique. Avec là, je compte sur toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont accepté d'être candidats. Et là, on ira voir les électeurs, on leur dira cette fois-ci, il n'y a plus de vote utile ou de vote pas utile qui compte. Là, il faut voter pour vos idées, parce que chaque voix que vous mettrez en faveur de l'UPR, ça sera un peu d'argent. C'est, je crois, 1,40 € pendant 5 ans chaque année.
donné à l'UPR pour mener ses actions militantes. Actuellement, on a 0 euro d'argent public. Vous imaginez si on avait plusieurs centaines de millions de milliers, centaines de milliers d'euros d'argent public, vous imaginez comment dirais-je, le renforcement des équipes, parce que nous sommes essentiellement des bénévoles, le renforcement des équipes, vous imaginez comment dirais-je, le matériel militant, les vidéos que l'on pourrait diffuser. J'en profite pour remercier, au cours de cette campagne présidentielle, on a eu des vidéos assez formidables qui ont été faites notamment par Raphaël, par Pauline, qui nous ont fait des vidéos assez géniales quand même. Les spots de campagne qui ont été faits aussi avec l'aide de France Télévisions. Donc tout ceci, imaginez si on a plus de moyens financiers, comment on va pouvoir structurer le mouvement. Et puis qui sait, on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Il y a dans certaines... Les esprits évoluent. Nous, on a un truc formidable à l'UPR, c'est qu'on a raison. C'est que nos analyses sont les bonnes. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils les découvrent, il y a un moment de sidération, de stupéfaction, mais après, il y a un effet cliquet. Et une fois que quelqu'un a bien assimilé les analyses de l'UPR, il ne peut plus aller ailleurs. C'est pas possible. Donc on ne peut qu'augmenter. Certes, l'augmentation, elle est freinée par toutes les forces qui s'ingénient à nous couper le sifflet, à nous empêcher de parler à la radio, à la télévision, ou à nous calomnier, mais il n'en demeure pas moins que le grand succès de cette élection présidentielle, c'est d'abord que j'ai pu être candidat, et que d'un seul coup, il y a des millions de Français qui nous ont découverts, et qui sont les graines ont été plantées auprès de millions de cerveaux en France. Elles sont en train de mûrir. Viendra un moment où elles germeront et viendra un moment de la récolte. Je vous remercie d'avoir été présent à ce long entretien. Je l'ai voulu plus long que d'habitude pour pouvoir vous répondre très longuement, faire un propos introductif qui était également long. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Gardez le moral, gardez la pêche. On va continuer à se battre. Vive la République et vive la France.